Je suis rentré plus tôt d'un voyage, ma femme n'était pas à la maison. Je lui ai envoyé un texto. Elle a répondu, je suis dans notre lit. J'ai envoyé un selfie. Ce lit? 20 minutes plus tard, elle a débarqué en panique. La porte du garage était entr'ouverte comme si quelqu'un n'avait pas fini le travail. Il était un peu après 1 heure du matin. Je me suis assis dans ma voiture de location pendant 1 seconde, le moteur s'arrêtant lentement, fixant cet espace. Aucune lumière de Porsche, aucun bruit. Le quartier semblait normal, un cul-de-sac tranquille en dehors de Paris. Des maisons endormies et le genre de calme qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. La voiture de Laure n'était pas dans l'allée, ni dans la rue, ni dans le garage. Je ne lui avais pas dit que je rentrais à la maison tôt. Le séminaire s'était terminé un jour en avance, et je m'étais convaincu que ce serait une bonne idée, une agréable surprise. De plus, si je suis honnête, j'avais besoin de tester quelque chose. Les derniers mois avaient été un Langelle, moins de conversation, moins de rire, moins que tout, comme si nous étions des colocataires avec une hypothèque. J'ai éteint les lumières de la voiture, sorti mon sac et marché dans l'allée. Le garage était ouvert juste assez pour me faire sentir comme un idiot d'avoir même espéré que ce n'était rien. À l'intérieur, la maison était sombre. Je n'ai allumé aucune lumière. J'ai traversé l'entrée, dépassé la cuisine, et descendu le couloir. La porte de notre chambre était ouverte. Le lit était fait. Pas de Laure, pas de couverture jetée, pas de verre d'eau, non. Juste un espace vide et des draps propres, comme une photo mise en scène. Je suis resté là, écoutant le silence, et j'ai fait la chose la plus simple du monde. Je lui ai envoyé un message, « Étienne, tu es rentré ?» La réponse est revenue rapidement. Trop rapidement. « Laure, bien sûr, je suis au lit. » J'ai regardé le lit. J'ai regardé l'obscurité. J'ai regardé mon téléphone encore une fois, comme s'il pouvait soudainement avouer la vérité de lui-même. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas commencé de dispute. Je n'ai pas tapé un paragraphe. J'ai ouvert mon appareil photo, pris un selfie avec le lit derrière moi, et je l'ai envoyé. Étienne, dans ce lit. C'est tout. Pas de mots supplémentaires, pas de drame. La bulle de saisie est apparue, a disparu, et réapparue, puis rien. J'ai posé mon téléphone sur la commode et j'ai attendu. Je ne faisais pas les 100 pas, je ne marchais pas de rage, j'attendais comme un homme regardant une horloge. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais dormi dans la chambre d'amis et me serais épargné les ennuis. Mais il me restait encore une once d'espoir obstiné. Et l'espoir vous fait faire des choses stupides en silence. 20 minutes plus tard, la porte d'entrée claqua assez fort pour faire vibrer les cadres de photos du couloir. Laure est entrée comme si elle avait été pourchassée. « Tu es sérieux ?» a-t-elle aboyé avant même d'atteindre l'encadrement de la porte de la chambre. « Tu ne pouvais pas envoyer un message ? Tu ne pouvais pas me prévenir que tu rentrais à la maison. » Elle a allumé les lumières et m'a regardé comme si j'étais le problème, debout dans ma propre maison. Je suis resté là où j'étais. « Tu m'as dit que tu étais au lit. » Ses yeux ont tressailli juste une fraction de seconde. Puis elle est revenue immédiatement à la colère, comme si c'était plus sûr que de réfléchir. « Je l'étais », a-t-elle insisté. « Je veux dire, j'étais sur le point de l'être. » Qu'est-ce que c'est que ça? Un piège bizarre? J'ai pris mon téléphone et j'ai tenu l'écran face à elle. « Tu as dit, bien sûr, je suis au lit. » Ce n'était pas vrai. Elle a levé les mains. « Oh mon Dieu, Étienne, arrête. » J'étais chez Chloé. « Chloé ?» ai-je répété. « Oui », a-t-elle dit trop vite. Je me suis endormi là-bas, d'accord? Nous parlions et il s'est fait tard, et je ne voulais pas te réveiller avec un message stupide. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je l'ai regardé fixement pendant une longue seconde. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, pas ébouriffés par le vent dehors. Son manteau était ouvert même s'il faisait froid. Elle respirait comme si elle avait couru. J'ai hoché la tête une fois, lentement. C'est logique. Elle cligna des yeux. C'est tout? C'est tout, ai-je dit. Son visage se crispa comme si elle s'attendait à une dispute et ne savait pas quoi faire sans. Eh bien, a-t-elle lâché. De rien pour la surprise, je suppose.
tu rentres à la maison comme un détective. Je lui ai donné un regard calme. Va dormir, Laure. Tu as l'air fatiguée. Elle a ricané et est passée devant moi vers le placard. Tu es incroyable. Je l'ai regardée tirer sur des cintres comme si elle cherchait une excuse. Elle ne m'a plus regardé. Elle n'a pas essayé de me faire un câlin. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon voyage. Elle voulait juste reprendre le contrôle. Et je l'ai laissé penser qu'elle l'avait parce que la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là était simple, un fait. Elle a menti avec aisance, en temps réel, pendant que je me tenais dans une pièce vide. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas des problèmes de communication. C'était un choix. Et une fois que quelqu'un mentit clairement, il ne s'arrête pas. Il devient juste meilleur à cela. J'ai attendu qu'elle s'enferme dans la salle de bain et allume la douche. Puis je suis sorti dans le salon. C'est là que j'ai vu la montre. Elle était posée juste sur la table basse comme si elle était chez elle. Lourde, chère, son cadran brillant captait la faible lumière de la rue. Pas la mienne. Rien de ce que j'aurais jamais acheté. Le genre de choses qu'un homme porte quand il aime que les gens remarquent son poignet. Je ne l'ai pas touché au début. Je l'ai juste regardé. Il y a un an, Laure m'avait traîné à l'un de ses dîners d'entreprise. Son patron était là, Kevin Moreau. Poignée de main bruyante, sourire coûteux, le genre de gars qui appelle tout le monde « mon pote », tout en comptant les points dans sa tête. Je me souvenais de sa montre car elle ne correspondait pas à sa tenue. C'était trop, comme s'il voulait que vous sachiez exactement ce que coûtait sa vie. Cette montre était du même genre de « trop », même forme, même bracelet distinctif. Je l'ai ramassée avec précaution, l'ai retournée. Il y avait une petite éraflure près du fermoir. Je me souvenais de cette éraflure. Je l'ai reposée et j'ai expiré par le nez. Pas sous le choc, pas de tristesse, mais dans la clarté. Donc, quelqu'un était récemment passé chez moi, assez proche de mon mariage pour qu'il laisse un morceau de lui-même sur ma table comme un mégot de cigarette. Je suis retourné dans le couloir et j'ai écouté la douche. Puis, je suis allé à la cuisine, j'ai trouvé une petite boîte dans un tiroir, et j'ai calmement mis la montre à l'intérieur non pas comme un trophée, mais comme un volant. J'ai glissé la boîte au fond d'un tiroir où Laure ne regardait jamais, et je suis allé me coucher sans dire un mot de plus. Le matin est arrivé comme si rien ne s'était passé. Laure se déplaçait dans la cuisine dans sa robe de chambre, faisant défiler son téléphone avec ce petit demi-sourire désinvolte qu'elle avait commencé à porter dernièrement, celui qui disparaissait à la seconde où j'arrivais à moins d'1,50 m. Elle a versé du café, elle ne m'en a pas offert. J'ai versé le mien et me suis appuyé contre le comptoir. Elle a levé les yeux. Alors, tu es rentré tôt. Le séminaire est terminé, ai-je répondu. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a fredonné, comme, c'était légèrement gênant. Ça doit être agréable. J'ai bu une gorgée. Tu sors aujourd'hui? Oui, dit-elle. Trop lumineux. Je fais une journée entre sœurs, shopping, déjeuner, l'habituel. Tes sœurs, ai-je répété comme si je confirmais un rendez-vous. Oh, maman. Elle ne m'a pas regardé. J'ai hoché la tête à nouveau. J'ai commandé une livraison hier. Elle est censée arriver aujourd'hui. Quelqu'un doit être ici pour la réceptionner. Elle a finalement levé les yeux, agacée. Pourquoi ferais-tu cela sans me le dire? J'ai haussé les épaules. C'était une bonne affaire. Elle a levé les yeux au ciel. Étienne, j'ai déjà fait des plans. Je ne te demande pas d'annuler ta journée, ai-je répondu. Sois juste de retour avant 6 heures au cas où ils auraient besoin d'une signature. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait argumenter. Puis elle l'a refermée et a forcé un sourire. Bien. 6 heures. C'était là, une fenêtre propre, une promesse, une version de la réalité où elle croyait que j'étais toujours le même gars occupé, confiant, un peu en retard. Elle a posé sa tasse avec un bruit sec. Aussi, la prochaine fois, dis peut-être à ta femme que tu rentres à la maison comme une personne normale. J'ai croisé son regard.
La prochaine fois, j'y penserai. Elle a souri narquoisement comme si elle avait marqué un point. Bon. Je l'ai regardée s'éloigner, confiante, à l'aise, pensant toujours qu'elle était au volant. Le premier geste que j'ai fait n'était pas bruyant. C'était logistique. Quand elle a quitté la maison, je ne suis pas resté là à ruminer. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'au garage de mon pote Marc. Marc est le genre de gars qui ne demande pas un roman. Il entend le ton de votre voix et ouvre la porte du garage. Il a levé les yeux de sous un camion et s'est essuyé les mains. Eh bien, regardez qui a survécu à un voyage de travail. À peine, ai-je répondu en entrant. L'odeur d'huile et de métal m'a frappé comme un bouton de réinitialisation. Tu es occupé? Toujours, dit-il. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis penché sur le comptoir. J'ai besoin d'un endroit pour garder quelque chose, et j'ai besoin de ton opinion pour savoir si l'on se moque de moi. Marc a levé un sourcil. C'est une commande en 2 parties. De quoi parlons-nous? J'ai sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'au selfie que j'avais envoyé alors, et lui ai montré l'horodatage. Ensuite, je lui ai raconté la version courte, livide, mensonge confiant, montre sur la table basse. Marc n'a pas sifflé, n'a pas fait de blague. Il a juste hoché la tête slowly comme s'il assemblait des pièces. On dirait que tu n'es pas paranoïaque, dit-il. On dirait que tu es en retard à la fête. Je ne suis pas intéressé par une joute verbale, lui ai-je dit. Je suis intéressé par la vérité qui se révèle sans que j'aie besoin de la supplier. Marc s'est penché en arrière. Alors, tu prépares un piège. Je prépare une scène, ai-je corrigé. Grosse différence. Il a souri narquoisement. Regarde-toi, monsieur théâtre de banlieue. Je lui ai donné un regard impassible. Je ne ris pas. Moi non plus, dit-il, son ton changeant. De quoi as-tu besoin? J'ai sorti la petite boîte de ma veste. Garde cela pour moi. S'il se passe quelque chose et que j'en ai besoin, tu es mon soutien. Marc l'a prise, a senti le poids, et ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas à toi. Non. Il a hoché la tête une fois. Très bien, je l'ai. J'ai expiré. Aussi, j'ai besoin d'une faveur ce soir. Marc avait l'air amusé maintenant. Tu organises enfin une fête? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Et j'ai besoin que ce soit discret. Pas de commérage. Marc a tapoté le comptoir. Étienne, je répare des voitures. Je n'organise pas d'émission de télé-réalité. Je ne te demande pas d'organiser, ai-je dit. Je te demande d'être disponible. Si je t'appelle, viens. Pas de question. Marc m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Je viendrai. C'était là un territoire étranger pour moi, son garage, son espace. Et je n'y suis pas allé pour pleurer. J'y suis allé pour verrouiller un soutien et éliminer toute chance que je fasse quelque chose de stupide tout seul. Sur le chemin du retour, j'ai passé les appels qui importaient. D'abord, les parents de Laure, Gérard et Denise. Ce sont le genre de personnes qui envoient encore des cartes de remerciement et pensent que le mariage est un contrat sacré. Ils m'ont toujours aimé. Une partie de moi détestait ce que j'étais sur le point de faire à leur image de leur fille, mais je n'avais pas créé ce problème. J'en avais juste fini de le protéger. Gérard a répondu, « Étienne, tout va bien ?» « Tout va bien », ai-je répondu avec cette voix calme de « rien à signaler ». Je veux faire quelque chose de sympa pour Laure. Une petite surprise ce soir. Elle a fait du bénévolat récemment et je veux la célébrer. Denise a sauté au haut-parleur, déjà excitée. Oh, c'est tellement gentil. Ce sera discret, ai-je dit. Juste la famille, quelques amis. Je veux que vous soyez là vers 6 heures. Garez-vous dans la rue et venez par l'arrière. Pas de lumière, pas de coup de sonnette. Je veux qu'elle entre et voie tout le monde. Gérard a ri doucement. Tu mets le paquet. J'essaie, ai-je répondu. Cela signifiera beaucoup pour elle. Denise a soupiré de joie. Nous serons là. Que pouvons-nous apporter? Juste vous-même, ai-je dit. Et restez discret. Puis ses sœurs, Morgane et Célia.
Morgane est vive et méfiante par défaut. Célia est la joyeuse qui pense que tout le monde fait de son mieux. Deux mondes différents. Morgane a répondu la première. Étienne, quel est le piège? Pas de piège, ai-je répondu. Surprise pour Laure. Ce soir, 6 heures, porte arrière. Morgane a marqué une pause. Pourquoi ai-je l'impression que tu mens? Je n'ai pas hésité. Parce que tu pars du principe que tout le monde a un angle. Elle a reniflé. Juste. Quelle est la surprise? Célébration, ai-je dit. Soyez là. Célia a poussé un cri aigu quand elle a reçu le message. Oh mon Dieu, elle va pleurer. J'espère de joie, ai-je répondu. Puis j'ai appelé deux des amis proches de Laure, Jeanne, oui, cette Jeanne, et une femme nommée Pascal. Pascal est directe d'une manière qui fait que les gens redressent leur posture. Jeanne et Jeanne toujours souriantes, toujours occupées, toujours pleines d'excuses douces. Pascal a répondu. Étienne, que se passe-t-il? Un truc surprise pour Laure, ai-je dit. Ce soir, 6 heures. Entrée discrète. Le ton de Pascal s'est aiguisé. Pourquoi as-tu l'air de lire un script? J'ai souri légèrement. Parce que je ne veux pas que tu improvises. Pascal a ri une fois. D'accord, je suis là. Jeanne a répondu avec un « salut » essoufflé, trop doux, comme si nous étions de vieux amis. Salut, ai-je répondu. Petite chose rapide. Je fais une surprise pour Laure ce soir. Famille, amis. 18 heures, porte arrière. Oh mon Dieu, dit-elle. C'est adorable. Garez-vous dans la rue, ai-je ajouté. Pas de lumière, pas de message à elle. Jeanne a gloussé. Bien sûr. Ton secret est bien gardé. J'ai terminé l'appel et j'ai fixé mon téléphone pendant une seconde. L'ironie m'a presque fait rire. Presque. Maintenant, le dernier appel, celui qui a transformé une suspicion en une boucle fermée. Nathalie Moreau a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était polie, professionnelle, le genre que l'on utilise quand on ne sait pas si l'appelant vend quelque chose. Allô? Salut, ai-je dit. Nathalie, c'est Étienne Brox, le mari de Laure. Une pause, puis de la chaleur. Oh, salut. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Bien, ai-je répondu. Écoutez, je sais que c'est un peu aléatoire, mais j'organise une petite surprise ce soir pour Laure. C'est un truc entre amis et famille. Je voulais vous inclure parce que je sais que le travail a été une grande partie de sa vie dernièrement. Nathalie a ri légèrement. C'est très attentionné. J'ai aussi parlé avec Kevin, ai-je dit, calmement et fermement. Il va en faire partie. J'essaie de réaliser un moment et il est arrivé tôt. Une double surprise. Nathalie avait l'air sincèrement ravie. Oh mon Dieu. Il ne me l'a pas dit. C'est le but, ai-je répondu. Si vous pouvez être là vers 6 heures, garez-vous dans la rue, venez par l'arrière, cela fera son effet. Nathalie a gloussé. C'est si gentil. Oui, je serai là. Génial, ai-je dit. Et s'il vous plaît, pas de message à Kevin ou à Laure. Je veux voir leur visage quand ils entreront. Compris, a-t-elle répondu. Étienne, sérieusement, c'est charmant. Heureux de le faire, ai-je dit. J'ai terminé l'appel et j'ai posé mon téléphone. C'était l'instant du coup près pour moi. Pas de colère, pas de larmes, juste une décision difficile qui devenait réelle. Parce que si j'avais tort, j'aurais l'air d'un mari paranoïaque organisant une fête embarrassante. Et si j'avais raison, la vérité passerait par ma porte d'entrée comme si elle payait le loyer. En fin d'après-midi, Laure est revenue à la maison comme une femme qui croyait que le monde était arrangé. Elle est entrée avec des sacs de courses, fredonnant, les joues rougies par le froid, et a immédiatement commencé à parler comme si la matinée n'avait jamais eu lieu. « Ta livraison est-elle arrivée » a-t-elle demandé, jetant ses clés sur le comptoir. « Pas encore » ai-je répondu. « Elle pourrait être en retard. » Elle a regardé l'horloge. « Je meurs de faim. » « Plateau de collation dans le réfrigérateur » ai-je dit. Elle s'est arrêtée. « Tu as préparé des collations ?» Ne sois pas émotive,
ai-je répondu. C'est juste de la nourriture. Elle a effectivement souri. Un petit sourire, du genre qui signifiait quelque chose autrefois. Puis elle s'est approchée et a touché mon bras légèrement, comme si elle testait si je lui appartenais toujours. Ce selfie hier soir, a-t-elle dit, la voix plus douce. C'était beaucoup. Je n'ai pas bougé. C'était une question. Elle a baissé le regard. Je n'aurais pas dû m'énerver. J'étais fatigué. C'était là. La première illusion. Une petite excuse. Un peu de chaleur délivrée juste après qu'elle ait réalisé que je n'étais peut-être pas endormi au volant. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Elle s'est penchée comme si elle voulait m'embrasser, puis a marqué une pause, observant mon visage pour obtenir la permission. Je ne l'ai pas donné. Ses yeux ont de nouveau lancé un éclair d'agacement, rapide. Alors, tu es toujours fâché? Je ne suis pas fâché, ai-je répondu. Je fais attention. Elle s'est retirée comme si mes mots étaient grossiers. Waouh, d'accord. Elle est passée devant moi et a commencé à fouiller pour trouver des assiettes. Mains occupées, voix occupée, mode contrôle. À quelle heure cette livraison est-elle censée arriver, a-t-elle demandé. N'importe quand, ai-je répondu. Laure a soufflé. Alors, je suis censé juste rester assise ici toute la nuit. J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit que tu serais de retour avant 6 heures. Je suis de retour, a-t-elle claqué. Mon Dieu, Étienne, tu agis comme si tu étais mon père. Je l'ai regardé. Non, j'agis comme si c'était ma maison aussi. Elle m'a regardé fixement comme si elle voulait une dispute, puis a forcé un rire. Tu es si dramatique ces derniers temps. Bien sûr, ai-je répondu. Elle a roulé des yeux et a pris une bouteille d'eau pétillante dans le réfrigérateur. Peu importe, je vais prendre une douche rapide. Fais ce que tu dois, ai-je dit. Elle s'est éloignée, et je l'ai regardée partir, calme comme une pierre, parce que la deuxième illusion arrivait plus tard, plus grande, plus bruyante, et plus fausse que jamais. Vers 6 heures, l'arrière-cour a commencé à se remplir tranquillement. Gérard et Denise sont arrivés les premiers, marchant sur la pointe des pieds comme des adolescents. Denise m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « C'est adorable, Étienne », comme si elle ne remarquait pas que mes yeux étaient trop fixes pour la romance. Morgane est arrivée avec Célia et a immédiatement scanné la maison comme une policière. Morgane s'est penchée près de moi et a murmuré, « Est-ce une sorte d'intervention ?» Je lui ai donné un mince sourire. « Joue juste ton rôle. » Pascal est entré ensuite, portant un petit plateau de biscuits. Elle m'a regardé, puis a regardé mon expression et son visage a changé. « Ce n'est pas à propos de bénévolat, a-t-elle chuchoté. « Non, ai-je répondu. » La mâchoire de Pascal s'est serrée. « Tu veux que je sois ici ? » « Je veux des témoins, ai-je dit doucement. Pascal a hoché la tête une fois. « Alors je suis là. » Jeanne s'est glissée en dernier, les yeux écarquillés, un sourire figé. Elle avait l'air nerveuse, et pour la première fois, elle n'avait pas l'air d'avoir un script prêt. « Laure va péter un câble, a-t-elle chuchoté. Probablement, ai-je répondu. J'ai guidé tout le monde vers le patio arrière. De simples collations, quelques sodas, de l'eau, rien de fantaisiste. Des chaises espacées. Instructions calmes. Restez ici derrière, leur ai-je dit. Quand elle entre, ne vous précipitez pas vers la porte. Donnez-lui une seconde. Gérard a ri doucement. Tu planifies vraiment ça? Oui, ai-je répondu. J'en ai fini d'improviser. Puis Nathalie est arrivée. Elle portait un manteau soigné, les cheveux bien coiffés, un sourire poli. Elle ressemblait à quelqu'un venant à une rencontre sociale liée au travail, pas à un coup de poignard. Elle a serré Denise dans ses bras, serré la main de Gérard, échangé de rapides salutations avec les sœurs. Nathalie s'est tournée vers moi. Alors Kevin vient aussi? Oui, ai-je répondu. Il sera à leur pile. Nathalie a souri. Il a été si occupé ces derniers temps. Je le vois à peine. J'ai soutenu son regard. Ce soir va éclaircir tout cela. Elle a ri légèrement comme si je plaisantais. Je ne plaisantais pas.
Je suis entré et j'ai pris position près du couloir, de manière à pouvoir voir la porte d'entrée et la porte vitrée du patio. Mon téléphone était à la main, l'appareil photo près non pour le divertissement, mais pour l'assurance. À 7h28, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. À 7h29, elle s'est ouverte. Laure est entrée la première, riant. Pas un petit rire, un rire libre, le genre que je n'avais pas entendu depuis des mois. Kevin Moreau est entré derrière elle comme s'il était chez lui. Il était grand, bien habillé, confiant. Il avait ce sourire détendu que les hommes affichent lorsqu'ils pensent être intouchables. Sa main s'est glissée autour de la taille de Laure comme si c'était une routine. Laure ne s'est pas écartée. Elle s'est appuyée contre lui. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. D'accord. D'accord, dit-elle en riant. Ne fais pas de bruit. Kevin ricana. Ta maison est calme. Détends-toi. Ils se sont embrassés juste là, dans l'entrée. Désinvolte, comme s'ils l'avaient déjà fait, comme si les murs y étaient habitués. Laure a jeté son manteau sur le canapé. Kevin a commencé à déboutonner sa chemise en marchant, comme si la nuit était déjà décidée. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte vitrée du patio, fort, rapidement. Le bruit a traversé la maison comme une gifle. Laure et Kevin se sont figés. Dehors, l'arrière-cour était pleine de gens. Denise avait les mains sur la bouche. Le visage de Gérard était pâle et tendu. Morgane semblait vouloir mettre le feu à quelque chose. Célia semblait incapable de comprendre ce que ses yeux lui montraient. L'expression de Pascal était un pur dégoût, calme et tranchante. Jeanne semblait sur le point de s'évanouir. Et Nathalie. Nathalie s'avança d'un pas, les yeux fixés sur Kevin comme si son cerveau refusait de l'accepter. Kevin, dit-elle, la voix ténue. Le visage de Kevin se vida si vite que c'en était presque impressionnant. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit au début. Laure murmura, « Oh mon Dieu », comme si elle était celle qui était attaquée. La voix de Nathalie monta. « Kevin, qu'est-ce que c'est ?» La tête de Laure se tourna vers moi. « Étienne, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai maintenu mon téléphone levé, enregistrant, stable comme un trépied. Kevin retrouva sa voix par morceaux. « Nathalie, écoute. » Ce n'est pas, Nathalie le coupa, sèchement. « Non. Ne fais pas ça. Ne parle pas comme si j'étais stupide. » Laure bougea comme si elle voulait courir vers la chambre. Elle fit 2 pas, puis s'arrêta quand elle vit Morgane la fixer comme un juge. La voix de Denise se brisa. « Laure, dans ta maison. » Les yeux de Laure se tournèrent vers sa mère, puis s'éloignèrent. « Maman, s'il te plaît. » Gérard parla doucement et lourdement. « Ne dis pas à maman, s'il te plaît, pour t'en sortir. » Laure se tourna vers moi, la colère montant parce que la honte ne fonctionnait pas. « Tu m'as piégé. » J'ai hoché la tête une fois. « Tu t'es piégé toi-même. » Kevin s'avança, les paumes ouvertes, essayant de gérer la pièce. « Étienne, mec, parlons. » Je l'ai regardé comme s'il était quelque chose de collé à ma chaussure. « Ne m'appelle pas mec. Tu es chez moi avec ta chemise ouverte. Tu as perdu le droit à la désinvolture. » Les yeux de Nathalie étaient humides maintenant, mais sa voix était dure. « Ah oh long ?» Kevin déglutit. « Nathalie, depuis combien de temps ?» Répéta-t-elle, plus fort. Laure intervint, désespérée. « Ce n'est pas, ceci est exagéré. Ce n'est pas comme ça. » Morgane rit une fois, amèrement. « Oh, ce n'est pas comme ça ? Parce que ça en a exactement l'air. » Célia chuchota, « Laure, pourquoi ?» Pascal n'a pas chuchoté. Parce qu'elle pensait qu'elle le pouvait. Laure lança un regard noir à Pascal. « Ne te mêle pas de ça. » Pascal s'avança, calme. « Je te regarde dire à tout le monde qu'ils ont tort pendant que tu es debout au milieu de la preuve. » Le regard de Nathalie se posa sur Laure. « Tu savais qu'il était marié. » La bouche de Laure se serra. « Je ne te parle pas.
L'expression de Nathalie devint plus froide. Bien sûr que non. Kevin essaya à nouveau, la voix tremblante, se donnant une fausse autorité. Étienne, je suis désolé. J'ai levé un doigt. Arrête de parler. C'est terminé. Kevin cligna des yeux. Excuse-moi. J'ai pointé la porte d'entrée. Sors de ma maison. Laure claqua, tu ne peux pas juste, je ne l'ai même pas regardé. Oui, je peux. Kevin regarda Nathalie comme s'il voulait la permission de s'échapper. Nathalie ne lui donna rien. Elle le fixait juste, secouant la tête comme si elle regardait un étranger. Kevin attrapa son manteau, les mains maladroites, et se dirigea vers la porte. Il marqua une pause, se retournant comme s'il voulait sauver sa dignité. J'ai légèrement levé mon téléphone. Continue de marcher. Il partit. Laure resta là, dans l'entrée, entourée de personnes qu'il avait aimées, qu'il avait défendues, qu'il avait crues. Maintenant, il la regardait juste comme si elle avait changé d'espèce. Denise commença à pleurer doucement. Gérard passa un bras autour d'elle, le visage comme de la pierre. Morgane secoua la tête. Tu es incroyable. La voix de Laure devint aiguë. Vous agissez tous comme si j'étais un monstre. Pascal répondit, calme et cinglante. Non, nous agissons comme si tu avais fait quelque chose que tu ne peux pas défaire. Nathalie s'essuya le visage une fois, rapidement et pratiquement. Elle me regarda. Merci, dit-elle, la voix tremblante mais claire. J'ai hoché la tête. Vous méritez de savoir. Nathalie regarda par-delà moi Laure, puis revint vers le groupe. Je pars, dit-elle. Je ne peux pas rester ici. La voix de Gérard était basse. Nous partons aussi. L'arrière-cour se vida lentement, non pas avec des commérages, mais avec un silence stupéfait. Des gens s'éloignant d'une image brisée. Laure resta à l'intérieur, respirant fort, les yeux égarés, essayant de trouver une prise à laquelle s'accrocher. Quand la dernière voiture est partie, je suis allé sur le patio, je me suis assis et j'ai ouvert un soda. Juste un son normal dans une nuit qui ne l'était pas. Laure est sortie quelques minutes plus tard, entièrement habillée maintenant, le maquillage maculé, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir traversé une tempête et voulait que quelqu'un d'autre paie pour le mauvais temps. Elle s'est avancée vers moi. Alors, c'était ça ton plan? M'humilier? J'ai levé une main. Pas agressif. Pas dramatique, juste une limite. Elle s'est arrêtée, la mâchoire serrée. Ne fais pas ça. N'agis pas calmement comme si tu étais un héros. J'ai bu une gorgée, posé la canette et les regardé. Tu m'as menti au visage hier soir. Sa voix se cassa. Je ne voulais pas que tu paniques. Je n'ai pas paniqué, ai-je répondu. J'ai ajusté. Elle a ricané à travers ses larmes. Tu es toujours parti. Tu es marié à ton travail. J'ai hoché la tête lentement. Et tu es marié à ton propre confort. Laure a tressailli comme si cela l'avait touchée. Elle a essayé à nouveau, plus vite. Tu ne comprends pas ce que ça a été. Je suis seul. Je suis assise ici pendant que tu es, je l'ai coupé, la voix neutre. Si tu voulais quelque chose de différent, tu avais des années pour le dire clairement. Au lieu de cela, tu as choisi le mensonge. Elle s'est approchée, les mains tremblantes. Ce n'est pas aller loin. Ce n'était pas, j'ai levé la main à nouveau. Arrête. Tu l'as amené dans notre maison. Les yeux de Laure lancèrent un éclair de colère à nouveau parce qu'elle ne pouvait plus contrôler la pièce. Tu as planifié ça? C'est malsain. J'ai hoché la tête une fois. Ce qui est malsain, c'est que tu aies pensé pouvoir conserver un foyer stable et une vie secrète en même temps. Elle m'a regardé fixement et pendant une seconde elle a eu l'air effrayée. Pas de me perdre émotionnellement, mais de perdre ce que je lui fournissais. Elle a dégluti. Et maintenant? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Maintenant, tu dors ailleurs. Sa bouche s'est ouverte. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. Je ne t'ai pas mis à la porte, ai-je répondu. J'ai établi une règle. Tu as brisé la fondation. Tu ne bénéficies pas des avantages.
Elle a ri amèrement. Waouh, tu fais vraiment ça? Oui, ai-je dit, je le fais. Elle est restée là, tremblante, cherchant une faille en moi. Je ne lui en ai donné aucune. Avant l'aube, elle est partie. Pas de mots, pas d'adieu. Juste le bruit de la porte d'entrée qui se ferme, comme si elle essayait toujours de contrôler la dernière scène. 2 jours plus tard, elle est revenue en plein jour, comme si elle pensait que le grand jour rendait les choses négociables. J'étais dans la cuisine, essuyant les comptoirs, tâche simple, esprit simple. Laure est entrée avec précaution, comme une invitée. Étienne, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas levé les yeux. Tu peux parler. Je ne débatte pas. Elle a dégluti. Je change de travail. Celui de Kevin. C'est compliqué. Je ne peux même pas me montrer là-bas. J'ai finalement levé les yeux vers elle. Ce sont des conséquences, pas de la complexité. Ses yeux se sont embués. Je suis embarrassé. Tu devrais l'être, ai-je répondu, sans cruauté, juste avec précision. Elle s'est approchée et a essayé la deuxième illusion, plus grande, plus lourde, enveloppée de douceur. J'ai fait ton dîner préféré, dit-elle rapidement, pointant un sac sur le comptoir. J'ai pensé que nous pourrions juste nous asseoir comme avant. Sans pression. J'essaie. J'ai fixé le sac, puis elle. Tu essaies maintenant parce que tout le monde a vu, ai-je dit, pas parce que tu as soudainement développé une conscience. Les lèvres de Laure ont tremblé. Ce n'est pas juste. J'ai hoché la tête lentement. La justice a quitté le bâtiment quand tu m'as menti dans notre chambre. Elle s'est avancée, tendant la main vers la mienne. S'il te plaît, je suis là. Je nous choisis. J'ai retiré ma main sans aucun drame, juste un retrait net. Tu t'es choisi toi-même, ai-je répondu. Tu as choisi le confort. Tu as choisi le statut. Tu as choisi de ne pas être attrapé. Elle a tressailli. Alors, tu jettes tout? J'ai hoché la tête une fois. Non, tu l'as fait. Je ne fais que nettoyer. Sa voix s'est aiguisée. Alors c'est ça? Tu es parfait? Tu n'as jamais rien fait de mal? Je lui ai donné un petit sourire fatigué. Je ne suis pas parfait. Je ne suis juste pas un menteur. Le visage de Laure s'est durci. Tu es froid. J'ai haussé les épaules. Je suis clair. Elle m'a regardé fixement comme si elle voulait crier, mais elle savait que crier ne fonctionnerait pas, alors elle a essayé le dernier angle. Y a-t-il une chance, a-t-elle demandé avec précaution, que dans le futur nous puissions? Je l'ai coupé calmement. Le regret apparaît quand les conséquences sont déjà à la porte. Les choix se produisent quand personne ne regarde. Elle cligna rapidement des yeux. Étienne. J'ai secoué la tête une fois. C'est fini entre nous. Laure est restée là, respirant fort, puis s'est retournée et est sortie sans claquer la porte. Même elle a compris que le spectacle était terminé. Cet après-midi-là, j'ai changé la maison comme si c'était une décision commerciale. J'ai déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. J'ai mis en boîte des photos qui ne semblaient plus réelles. J'ai changé la serrure de la chambre d'amis. J'ai mis à jour mes routines non pas comme punition, mais comme structure. Marc est passé ce soir-là avec la boîte. Il l'a posée sur le comptoir et a hoché la tête. Tu veux la revoir? Non, ai-je répondu. J'en ai déjà assez vu. Marc s'est appuyé sur l'encadrement de la porte. Ça va? Je lui ai lancé un regard sec. Défini et ça va. Il a souri narquoisement, restant immobile. Alors je vais bien, ai-je répondu. Une semaine plus tard, Nathalie m'a envoyé un message, court, sans drame. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Lieu public, en journée, pratique. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une petite table, 2 adultes gérant le désordre que d'autres personnes avaient créé. Nathalie a remué son café une fois et a dit, je n'arrêtais pas de rejouer la scène. Au moment où je les ai vus, je me suis senti stupide. J'ai secoué la tête. Tu n'étais pas stupide. Tu étais confiante. Elle a hoché la tête, les yeux fatigués. Merci de ne pas l'avoir laissé manipuler les choses.
Je ne l'ai pas fait par vengeance, ai-je répondu. Je l'ai fait parce que je refusais de me disputer avec un mensonge. Nathalie a eu un petit sourire triste. Pareil. Nous n'avons pas parlé longtemps. Nous n'avons pas échangé d'histoires tristes. Nous n'avons pas prétendu que nous étions soudainement meilleurs amis, juste deux personnes clôturant un chapitre sans le supplier de se rouvrir. Les mois ont passé. La maison est devenue plus silencieuse, mais elle est aussi devenue plus propre, émotionnellement. Pas de tension. Pas de rire au téléphone qui s'arrêtait quand j'entrais. Pas de vie avec une femme qui me regardait comme un obstacle à gérer. Le travail s'est stabilisé. J'ai arrêté de me porter volontaire pour des voyages qui m'épuisaient. J'ai acheté un camion que j'aimais vraiment. J'ai recommencé à jouer au basketball avec Marc et quelques gars du quartier le samedi. Simple, réel. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Rachel. Elle ne jouait pas avec le timing ou le ton. Si elle avait un problème, elle le disait comme un adulte. Si elle voulait être avec moi, elle le montrait par la constance, pas par le théâtre. Un soir, assise sur mon propre patio arrière, Rachel a posé sa tête sur mon épaule et a dit « Tu es vraiment calme, comme solide. » J'ai souri. Je ne suis pas calme. Je ne suis juste plus confus. Quand alors, j'ai entendu des choses par les mêmes canaux de quartier discrets que les gens prétendent ne pas utiliser. Elle a rebondi entre différents endroits. Elle a perdu l'image qu'elle s'était efforcée de protéger. Les amis ont cessé de répondre. La famille a gardé ses distances. Le confort qu'elle a essayé de conserver tout en menant une double vie n'a pas survécu à la lumière du jour. Et je n'ai pas célébré cela. Je n'en avais pas besoin. Ma clôture était simple. Elle voulait garder la maison, le mari, la réputation et le secret tout à la fois. Je me suis